Bonjour à tous, merci à Virginie pour cette introduction. Merci aussi à Virginie d'avoir dynamisé, créé, contribué à créer avec les équipes qui maintenant ont l'habitude de travailler ensemble. Et c'est un grand plaisir de pouvoir confronter les différentes visions en littératie en santé avec des gens qui s'y intéressent et qui ont des visions tout à fait complémentaires. Alors, j'ai le plaisir et l'honneur de commencer ce séminaire en venant de La Réunion, et effectivement pour exposer où on en est de nos travaux sur la littératie en santé, en sachant que, effectivement, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, sans que ça soit au départ réellement nommé littératie en santé, on y travaille de façon importante parce qu'on était sur un terrain un peu caricatural, qui était celui de La Réunion, avec des inégalités sociales en santé qui sont importantes et qui nous ont permis d'aller de l'avant, notamment avec l'équipe de Marivette qui travaille plutôt du côté des sciences humaines et sociales. Alors, je vais vous parler donc j'ai choisi de vous parler des profils différenciés de littératie en santé dans le diabète. Alors, pourquoi dans le diabète? Parce que c'est par le diabète que j'ai commencé et c'est là où on travaille le plus. Je suis, en dehors de ce qu'on a dit déjà, je suis encore clinicien et auprès des malades et des patients vulnérables qui ont un diabète à La Réunion. Et pourquoi profil différencié? Parce que il faut d'emblée, si vous êtes là, je pense que c'est pas pour rien que vous êtes là, il faut d'emblée dépasser le concept de niveau de littératie en santé pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus multidimensionnel dans ce qui concerne l'accès aux informations et l'utilisation des informations et des services de santé. Alors, le diabète, c'est un terrain qui est très important en termes de littératie en santé. Pourquoi? Parce que c'est un exemple même de maladie chronique qui est longtemps asymptomatique, avec pendant longtemps un parcours de santé plus qu'un parcours de soins, et des intervenants multiples que la personne, non seulement la personne, mais aussi les équipes pluridisciplinaires doivent gérer. On n'est pas dans une médecine curative pendant longtemps, on est dans une médecine préventive, puis dans une médecine préventive et curative. Et la question, bien entendu, de l'accès aux informations, d'emblée se présente dès la découverte du diabète, même dès la question du dépistage, l'accès aux informations et à qui peut-on se référer pour gérer au long terme cette maladie qui ne guérit pas mais se gère ou se contrôle et qui comporte des aspects, beaucoup d'aspects et même une prédominance d'aspects non médicaux, mangez bien, faites de l'activité physique, etc. Et que des aspects médicaux qui sont du traitement, du suivi au long terme. Et malgré tout, même si c'est asymptomatique pendant longtemps, quand les complications surviennent, elles sont réellement invalidantes et elles ont un coût humain, individuel et de société qui est important. Alors, la littératie en santé dans le diabète, si on reprend un peu l'histoire, là j'irai rapidement, mais c'est bien de fixer les idées. Ça a commencé avant tout, et c'est un petit peu normal dans le diabète, puisque les diabétologues se sont intéressés très tôt à l'éducation du patient, et donc aux nécessités d'expliquer, de donner des documents pour comprendre ce que c'est que l'alimentation dans le diabète, etc. Donc ça a commencé par la compréhension des textes écrits et même des explications orales. Alors je vous ai mis les premières publications qui ont été réalisées aux États-Unis et en Australie. Vous voyez, c'était dans les années 90 et qui comportaient essentiellement des tests de compréhension des tests de compréhension des documents écrits. Alors par la suite, les tests de littératie fonctionnelle, c'est-à-dire de compréhension des explications écrites, orales et de la numératie, tels que le TOEFLA ou le REALM, sont apparus, et les difficultés en littératie en santé fonctionnelle ont été décrites dans des premières publications dans la fin des années 90. Alors par la suite, il y a eu tout un tas de recherches qui ont été réalisées, qui ont été
qui ont concerné la littératie en santé, là encore fonctionnelle dans le diabète. Il y a eu une revue qui a été réalisée en 2013, que vous pouvez regarder si vous voulez, et qui ont montré que les scores bas, c'est-à-dire les niveaux bas de littératie fonctionnelle, étaient reliés au contrôle glycémique, au risque d'hypoglycémie, aux complications telles que la neuropathie, aux compréhensions de l'effet des traitements, des posologies, des effets indésirables, etc., la connaissance de la maladie, et aussi des travaux sur littératie en santé fonctionnelle et communication patient-médecin. Alors, tout ça concernait, et concerne encore toujours, il y a encore beaucoup de publications là-dessus, la littératie essentiellement fonctionnelle. Les tests utilisés, je les ai déjà nommés, TOFLA, REALM et le DNT qui est un test de numératie. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une relation, certes, il y a une relation entre la littératie fonctionnelle et l'ensemble de ces variables, mais elle est très hétérogène selon les études et finalement assez faible. Alors, la littératie en santé, c'est un concept multidimensionnel et alors, littératie en santé, je vais donner une définition, il y en a plusieurs. C'est la capacité des individus à obtenir, à comprendre, à utiliser des informations nécessaires à la prise de décision pertinente pour le maintien en bonne santé. Alors, je l'ai dit, classiquement, ce sont les tests, c'est la littératie en santé fonctionnelle. Dans les travaux récents, le contexte de littératie en santé a été revu avec la nécessité d'inclure des multiples dimensions, et notamment la capacité à communiquer et interagir avec les professionnels de santé et avec son entourage, et aussi avec l'accès et l'utilisation des ressources et des services. Et c'est à partir de l'élargissement de ce concept et de la nécessité d'élargissement de ce concept, c'est-à-dire aller vers l'accès, la compréhension, l'évaluation, l'utilisation des informations et des services de santé. Alors, dans le diabète, un concept multidimensionnel, oui, il a été regardé. On commence à avoir, c'est même tout à fait récent, on commence à avoir des idées sur les dimensions de la littératie en santé dans le diabète. Alors, le CCFHL, dont l'équipe de Julien parlera tout à l'heure, c'est un questionnaire qui regarde la littératie en santé fonctionnelle, selon le développement théorique qu'a fait et qu'a bien décrit Don Nedbeam en Australie, la littératie en santé fonctionnelle, la littératie en santé communicative ou interactive et la littératie en santé critique qui permet une élaboration et une critique beaucoup plus évoluée. Alors, le CCFHL, qui a regardé ces trois dimensions, a été regardé en rapport avec l'éducation des patients, le self-management. Et les trois équipes que je vous cite là ont donné des résultats qui montrent très bien que dans l'éducation thérapeutique et dans l'avancement de l'éducation thérapeutique et dans les pierres nécessaires à l'éducation thérapeutique, ces questionnaires ont montré que la littératie en santé communicative et interactive est beaucoup plus importante que la littératie en santé fonctionnelle. Donc ça, c'est un point important qu'il faut garder en tête, c'est la capacité de communiquer, d'interagir et même de faire évoluer la pensée même sur la maladie ou sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le critique, est très importante pour pouvoir avancer pour les personnes. Marie-Vette parlera de ses travaux du côté qualitatif, effectivement, où on retrouve un peu les mêmes choses. C'est-à-dire que la littératie en santé fonctionnelle, critique et interactive est très importante à regarder. Alors le HLQ, qui a été développé par l'équipe australienne de Richard Osborne, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, merci Richard. Le HLQ a été testé aussi dans des populations diabétiques. L'équipe de Goman en 2016, des diabétiques suivis par une infirmière à domicile, et qui montrait des difficultés dans 3 des 9 dimensions du HLQ. Je vous parlerai du HLQ tout à l'heure. 3 des 9 dimensions, la dimension 3, 5, 8. Alors, je vous ai dit 3, c'est la gestion active du diabète, c'est savoir gérer activement son diabète. 5, c'est savoir évaluer l'information en santé. Et 8, c'est être apte à trouver les informations en santé.
Au Danemark, dans une étude en population, mais qui a testé uniquement 2 dimensions, pas tout le HLQ. Les dimensions 6 et 9. 6, c'est la capacité à s'engager activement avec les professionnels de santé. Et 9, c'est la littératie en santé, c'est la compréhension suffisante des textes. C'est de la littératie en santé fonctionnelle, en fait. Montrer que 9 à 10% dans une étude en population de diabétiques, 9 à 10% avaient des difficultés dans ces 2 dimensions. Et il y avait une relation importante avec l'activité physique et l'alimentation, l'équilibre de l'alimentation. Enfin, dans le diabète de type 1, il y a une étude qui a montré que la littératie en santé était associée à l'hémoglobine glyquée avec une forte association, encore là avec la dimension 3, la gestion active de la santé, mais cette association était prédite également avec les dimensions 2, c'est-à-dire avoir la perception d'avoir suffisamment d'informations pour la santé, la dimension 4 qui est le soutien social dans l'entourage, et la dimension 5 qui est l'évaluation des informations en santé. Alors, je vais vous parler de nos travaux, où ils en sont actuellement dans l'approche des profils de littératie en santé, en regardant par l'intermédiaire du HLQ dans des populations diabétiques. Alors d'abord, nous avons eu la chance de réaliser une étude longitudinale de suivi de patients qui étaient dans un processus d'éducation maintenu sur 2 ans, au long terme, de patients diabétiques de type 2. Alors, je vous mets là les caractéristiques, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que cette population est vulnérable, sans emploi ou retraité pour 70%, école primaire ou moins, ou collège dans 61% des cas, vivant seul dans 30% des cas, avec une durée diabète pour plus de la moitié d'entre eux qui était ancienne, et une hémoglobine glyquée mal contrôlée, et sous insulothérapie pour 2 tiers d'entre eux. Alors, c'était une étude qui a comporté un ensemble d'indicateurs, dont l'hémoglobine glyquée, etc., mais pour ce qui nous concerne, un HLQ en fin d'étude, parce que nous n'avions pas le HLQ au début de l'étude, mais aussi une étude qualitative réalisée par l'équipe de Marivette par entretien semi-directif longitudinaux. Alors, qu'est-ce qu'a donné le HLQ dans cette population ? On a pu voir, alors vous avez là les 9 dimensions dont je vous parlais tout à l'heure du HLQ. La dimension 1, se sentir soutenu et compris par les professionnels de santé. La dimension 2, disposer d'informations suffisantes pour gérer sa santé. 3, gérer activement sa santé. 4, soutien social pour la santé. 5, évaluation de l'information en santé. 6, capacité à s'engager avec les professionnels. 7, la navigation dans le système de santé. 8, aptitude à trouver des informations en santé de bonne qualité et compréhension suffisante pour savoir ce qu'il faut faire. Alors pourquoi il y a une partie qui est sur un score de 4, c'est tout à fait d'accord, pas du tout d'accord, et puis la deuxième partie, c'est impossible ou toujours difficile jusqu'à très facile. Et donc la première partie est sur 4 et la deuxième partie sur 5. Alors ce qu'on voit rapidement, c'est que globalement, en score moyen de chaque dimension, attention au score moyen, parce qu'il faudrait le comparer à la population globale de la Réunion pour finir, ou à une population de référence, attention, mais ça donne une idée. On a, semble-t-il, de gros atouts pour cette population dans le rapport avec les professionnels de santé, se sentir soutenu et compris par les professionnels de santé, et une capacité à s'engager avec eux, ce qui n'est pas forcément surprenant dans le cadre de la population diabétique et à la Réunion. Et on a de grosses difficultés pour beaucoup d'entre eux, bien entendu c'est moyen, n'oubliez pas, ce sont des scores moyens, pour l'évaluation de l'information en santé et l'aptitude à trouver des informations de bonne qualité. Alors, bien entendu, ces profils sont à regarder pour chaque individu et pour chaque profil d'individu. Je vous ai dit, l'étude a comporté aussi des entretiens qualitatifs. Alors, je vous montre quand même ces résultats rapidement, mais on a regardé et là évalué à partir d'entretiens semi-directifs et même d'entretiens approfondis à domicile, quelle était la relation à l'activité physique. Et on voit que la relation à l'activité physique est importante d'un point de vue fonctionnel chez ces patients, mais elle est beaucoup plus interactive et critique que pour
la dimension du traitement, où on est très fonctionnel et très peu interactif et encore moins critique, et pour le suivi de la maladie, qui est également très fonctionnelle, un peu plus interactive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu pareil pour l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'effectivement, dans cette population, du côté des éléments qui sont importants dans la gestion active de tous les jours du diabète, les personnes font beaucoup plus confiance et suivent finalement ce qu'on a vu, la relation professionnelle de santé, suivent leurs professionnels de santé, ont confiance en eux et préfèrent pour leur traitement et pour le suivi de leur maladie se remettre aux professionnels de santé. Bien entendu, pas tous, mais pour une grande partie. Par contre, du côté de l'activité physique et de l'alimentation, il y a une évolution au cours de l'étude qui montre que l'activité physique est encore plus interactive en proportion chez les patients et critique. Et pour l'alimentation, c'est un petit peu moins évident, mais ça l'est aussi. Alors, ça va plus loin, et c'est là où il faut avoir vraiment dans la tête la diversité des individus et la prudence vis-à-vis d'une classification en niveau de littératie. Vous avez là, je vais vous donner un ou deux exemples, de personnes avec son parcours de soins. Là, vous avez l'exemple de Brigitte, qui est retraitée, qui a 35 ans, qui attribue le diabète essentiellement à l'hérédité et qui est traitée par antidiabétiques oraux, qui voit son diabétologue 2 fois par an et son médecin 3 à 4 fois par an. Et pour laquelle l'hémoglobine glyquée, dans cette étude d'intervention éducative, mais qui était dans un bras témoin, où elle a eu un cycle initial d'éducation sans éducation maintenue au long terme, l'hémoglobine glyquée est passée de 8 à 9, 10 au cours de l'étude. Et puis, vous voyez là les dimensions du HLQ, où finalement, elle a un niveau très bas de compréhension suffisante de l'information santé, la dimension 9, un niveau très bas du côté de l'aptitude à trouver des informations de bonne qualité et des grosses difficultés dans la navigation dans le système de santé. Et du point de vue des entretiens, elle est essentiellement fonctionnelle et le reste tout au long de l'étude. Ça, c'est 2012 et ça, c'est 2015. Et par contre, il semble que la relation professionnelle de santé, ce qui n'est pas forcément étonnant dans le cadre d'une étude où elle est suivie tous les 3 mois en centre spécialisé, elle passe au niveau interactif. Un autre exemple, rapidement, c'est celui de Charles. Alors lui, il est employé, il a 59 ans. Pour lui, c'est l'hérédité et l'alimentation qui est à l'origine du diabète. Et il est traité par antidiabétiques oraux, mais aussi par insuline, et sans infirmière à domicile. Et il passe d'une hémoglobine glyquée entre 8 et 9 à une hémoglobine glyquée presque dans l'objectif, presque à 7 après l'étude. Vous voyez que globalement, dans l'ensemble des dimensions du HLQ, il est plutôt pas en difficulté et il est dans un niveau plus interactif et même critique du côté des connaissances du diabète et de l'accès au savoir en fin d'étude, et il devient interactif du côté du traitement. Par contre, l'activité physique où il était interactif, il est beaucoup plus fonctionnel et sans doute automatique et passif en fin d'étude. Donc, il est dans le bras long, c'est-à-dire qu'il a bénéficié du cycle d'éducation initiale et du cycle long, et il a participé à toutes les séances. Donc, ce qui montre effectivement son rapport positif aux professionnels de santé, au système de santé, etc. Donc, si j'ai mis ces 2 exemples, alors je ne vous montrerai pas le 3e parce que je vais être en retard, et d'ailleurs je l'avais enlevé. Si je vous ai montré ces exemples, c'est pour bien, si on veut travailler, on en parlera certainement, si on veut travailler la littératie en santé pour savoir quels sont les besoins des personnes pour aller de l'avant et leur offrir des ressources adaptées, il faut vraiment s'aider certes de photos quantitatives, avec des profils moyens différenciés de certaines populations, mais aussi de travailler sur les parcours et les profils individuels pour comprendre quels sont les besoins de ceux qui sont les plus en difficulté et où elles sont.
Alors, je vous donne rapidement. Ça, c'est notre population de diabétiques de type 2 qui se présente à notre consultation au CHU et qui montre globalement, avec à peu près le même profil que ce qu'on a vu dans l'étude Hermiès, avec un petit peu plus de difficultés, bien entendu, puisque ça n'a pas été fait à la fin d'une étude qui a comporté des actes éducatifs. Un peu plus de difficultés peut-être, et des scores un petit peu plus faibles en termes d'informations sur la santé. Je vais vous donner des exemples dans d'autres types de diabète. Le diabète gestationnel, nous avons fait une étude et c'est en train d'être travaillé également au niveau qualitatif grâce à Jessica qui est dans la salle. Dans le diabète gestationnel, on a pu voir que dans notre population en moyenne, mais là aussi on est en train d'étudier les différents profils de la population, qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes du côté de l'information en santé, disposer d'informations suffisantes et évaluer l'information en santé. Du côté de la gestion active du diabète et de sa santé, activité physique, alimentation, c'est compliqué, c'est difficile pour la plupart de ces patientes. Et puis quand elles arrivent, parce que ça c'était à l'arrivée chez nous, dans la prise en charge après le diagnostic du diabète gestationnel, la navigation dans le système de santé, pas savoir très bien à qui se référer pour s'occuper du diabète. Par contre, la capacité à s'engager avec les professionnels de santé et la compréhension suffisante étaient des atouts. Je vais vous donner aussi des résultats. Alors, c'est tout premier résultat. Nous avons pu réaliser une centaine de questionnaires dans notre population diabétique de type 1 que nous suivons à La Réunion, au CHU. Et nous sommes en train d'étudier les différents profils et les relations avec les profils cliniques et sociaux. Des diabétiques de type 1 dont la durée du diabète est peut-être très élevée, 17 plus ou moins 13 ans, qui ont 40 ans en moyenne. Ça peut être aussi des jeunes qui sont après la phase de transition de diabète de type 1 dans l'enfance. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que là aussi, les atouts sont l'engagement vis-à-vis des professionnels de santé. Par contre, chez beaucoup, une gestion active du diabète qui pose problème, une évaluation de l'information en santé qui pose problème. Donc, alors on a été un petit peu plus loin, ce sont les premiers résultats de regarder qu'est-ce qui était associé à la gestion active du diabète, puisque c'est le point le plus relié au reste. L'hémoglobine glyquée est associée à la dimension 3, la gestion active du diabète. Le sexe, le soutien social, du côté des femmes qui ont un diabète de type 1, le soutien social est assez important dans la relation avec le diabète. Le niveau scolaire pour la gestion active et le soutien social. L'ancienneté du diabète pour la navigation dans le système de santé, c'est-à-dire plus on a un diabète ancien, bien entendu, mieux on navigue dans le système de santé. La présence de complications et qui est reliée à l'évaluation de l'information en santé, et le lieu de naissance, est-ce qu'on est de La Réunion ou pas, qui influe sur l'aptitude à trouver des informations de santé de bonne qualité. Alors ça, c'est tout à fait préliminaire. Il faut qu'on regarde tout ça aussi avec nos statisticiens dans des ajustements bien faits de facteurs. Alors, c'est la conclusion. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Un petit peu. Il faut retenir la diversité des profils individuels, ne pas vouloir dire voilà, la population de la France, elle a un niveau de littératie en santé qui est faible. Ça, à mon avis, ça ne veut rien dire. À mon avis, ça ne veut rien dire. Surtout quand on parle de littératie en santé, en termes de besoin de littératie en santé et de littératie en santé perçue. Il faut vraiment travailler, quand on veut travailler sur les services et les ressources qu'on veut offrir aux gens, sur la dimension qualitative et pouvoir y associer avec des recherches mixtes telles qu'on a pu les faire nous, parce qu'elles sont très riches d'enseignements. Dans nos projets en développement, le projet HLQ Diabète France va démarrer là, début 2019 dans 3 CHU, La Réunion, Paris, Salpêtrière et Lille, où on va regarder 1200 patients diabétiques de type 1, de type 2 et diabète gestationnel, et en regardant les parcours de soins, les profils cliniques et les profils de littératie en santé. Les implications, pour nous, c'est
là-dessus qu'on travaille, et en lien avec Richard Osborne, son équipe, et les actions internationales, comment répondre aux besoins de littératie en santé, comment adapter nos services et nos systèmes de santé, c'est primordial. Et tenir compte de la littératie en santé est important dans le cadre notamment des inégalités d'accès aux services. Alors, il faut tenir compte des innovations et des développements, notamment, et ça on en reparlera certainement dans la journée, notamment du côté technique, technologique et digital. Nous avons un projet à La Réunion qui est en demande de financement, on devrait avoir la réponse bientôt, qui est un projet d'exploration de la littératie en santé quantitatif et qualitatif par questionnaire et entretien dans 3 maladies chroniques, insuffisance rénale, maladie cardiovasculaire et diabète, et qui est associé à la mise en place de la plateforme e-santé, dirigée vers la création du dossier médical partagé, mais aussi vers les patients pour apporter des outils pour la gestion de leur maladie chronique. Et puis, nous travaillons dans les milieux à faibles ressources. Je n'en parle pas, mais il y a un poster qui sera affiché. On a travaillé chez des migrants dans le cadre d'une association à Montpellier et on a montré que explorer la littératie en santé pouvait faire avancer l'équipe dans la compréhension des besoins de leur population en difficulté. On travaille beaucoup au Mali avec des pères éducateurs et une ONG et les institutions et le gouvernement pour pouvoir mettre en place là aussi une adaptation en milieu à faibles ressources. Il y a quelque chose de tout à fait débutant qui commence au Bénin, et puis aux Comores, on est actuellement en cours de travail depuis 3 ans maintenant sur la formation de professionnels de santé à la structuration du parcours de soins. Et on a pu commencer à regarder quelle est la littératie en santé des professionnels de santé qu'on forme, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les sages-femmes qui viennent dans les formations et qui montent leur action. Voilà, je vous remercie.